Keep it real, the musically, jabronis. Here's a little something you can soak up with your dope piece. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark, kittens on me out, cause we're living in the now. Plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden and pure love. Salut, c'est Chanouillette de Ludovox et je suis à Paris Ludique sur le stand de Funforge en compagnie de Bruno Quetala et de Ludovic Maublanc. Et donc nous allons parler de Pocket Madness qui arrive d'ici septembre, si j'ai bien suivi, pour autour de 15 €. Donc c'est un jeu sur lequel vous travaillez depuis combien de temps? Parce que là, maintenant il est terminé. Ça a commencé quand la genèse de ce jeu? Si mes souvenirs sont bons, je parle sous le contrôle de mon compagnon de toujours. Je crois qu'on a bossé là-dessus l'été dernier. En fait, voilà, et à l'occasion de petites rencontres qu'on fait de façon usuelle, c'est-à-dire que je suis allé chez Ludovic pour bosser 1 ou 2 journées, et puis voilà, c'est là où Ludo avait une idée de mécanique et on a travaillé sur cette idée de mécanisme et voilà, et ça a conduit à ce jeu-là. D'accord, donc à la base c'était l'idée de Ludo. Oui, c'est ça, il m'arrive d'avoir des idées de temps en temps, c'est très très rare. Ça faisait pas, c'était une idée que j'avais, une vieille idée qui traînait depuis un moment et je dis tiens, ce serait quand même sympa de reprendre ça. Et effectivement, on était vraiment dans un peu dans la même famille que du système de pioche de Cléopâtre, le jeu qu'on a fait avec Bruno il y a quelques années. Et c'était assez naturel de me tourner vers Bruno en lui disant bah tiens, j'ai pensé à ça ressemble un peu à Cléopâtre, mais il y a moyen de faire un petit jeu cool avec, etc. L'idée c'était de faire un truc plus minimaliste. Oui, c'était vraiment juste un jeu de cartes. L'idée de piocher, d'aller le plus loin possible dans la pioche, avec des cartes visibles, des cartes cachées, des petites collections. Et j'avais fait un premier système de score pour aller autour de ça. Et évidemment, comme d'habitude, Bruno, il m'a écouté, il a dit c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire plutôt ça. Et là, tu dis ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Le système de score, il est fort, Bruno, il a toujours des idées. Ouais, je sais pas, non, mais c'est voilà, de toute façon, c'est comme ça que les jeux se construisent. C'est le rebond des idées de l'un sur l'autre qui font qu'à un moment donné, voilà, tu construis quelque chose qui est cohérent à la fin, quoi. Et puis c'est toujours pareil, quand tu arrives sur quelque chose qui est déjà un peu commencé, je veux dire, c'est plus facile d'avoir un regard externe que quand déjà tu es dedans, dans le bain. Pour moi, c'est pareil, hein, quand je commence sur certaines idées, puis que je montre ça à quelqu'un, puis qu'on me dit, mais ouais, mais... et tu te dis, ben oui, ben bien sûr, mais voilà. Mais tu n'es plus capable de le voir quand tu es trop immergé. Ouais. Mais là, au début, on était parti juste sur cette histoire de mécanisme, et après, voilà, on a construit ça. Mais sur une autre thématique, qui n'était pas celle-là du tout à la base. C'était quoi et comment c'est devenu du Cthulhu? Alors la mécanique de base, c'était les 7 péchés capitaux. Voilà. Et ça marchait très bien, puisqu'en fait c'est un jeu, après on expliquera peut-être un peu plus le truc, c'est un jeu qui joue sur la tentation. Et tu vas toujours tenter de prendre peut-être plus de cartes, au risque de le payer cher, si tu veux. Et donc du coup, dans la mesure où l'idée sous-jacente, c'est de tenter le joueur, l'idée des péchés capitaux était relativement naturelle. Et elle nous a permis de construire le prototype de façon assez cohérente, là aussi, entre les mécanismes et ainsi de suite. Et c'est sur la base de ce prototype-là, d'ailleurs, que l'éditeur a été séduit. Enfin, ce qui l'a séduit avant tout, c'est l'ambiance qu'il y avait autour de la table. Et puis, le jeu, on l'a signé finalement assez vite, hein, puisque c'est pas souvent que ça se passe de façon aussi rapide. Hein. Tu vois, on a commencé à travailler dessus l'été dernier, il va sortir cet été, ça fait un cycle d'1 an. Dans notre milieu, c'est très court. C'est plutôt généralement 2 ans, 2 ans et demi la moyenne, hein, entre l'idée initiale et le jeu en boutique. Par contre, cet éditeur-là nous a dit assez vite, en fait, on aime bien le jeu, on va le faire, mais on ne peut pas garder le thème. Parce qu'en Europe, on n'a pas de problème. Mais avec notre distributeur américain, ils ont dit les 7 péchés capitaux, au suppôt de Satan, tu pues le souffle. Et donc, ça passait pas. Non, et donc là, il a fallu trouver autre chose. Et du coup, comment c'est parti sur du poulpe? On a essayé pas mal de choses. C'est vrai qu'effectivement, comme le dit Bruno, à la base du jeu, c'est pas le thème.
c'est pas vraiment non plus la mécanique, c'est plus l'ambiance entre les joueurs, l'idée de la tentation en fait, qu'on a voulu intégrer là-dedans. Et nous, on était vraiment bloqués sur le thème parce que les 7 péchés capitaux, ça marchait super bien quand même. C'était naturel en fait. Et du coup, comme c'était pas possible, chacun a proposé des thèmes. Alors, on est passé par plein de choses différentes. Mais Qui n'était pas convaincante. qui n'était pas convaincante et personne n'était vraiment emballé en fait. Donc tout le monde disait on pourrait faire ça, ouais c'est vrai, mais bon c'est pas top. Et je crois que c'est Bruno qui a lâché l'appel de Cthulhu, qui a dit on pourrait faire l'appel de Cthulhu, les grands anciens, ça. Parce que selon les éditions de l'appel de Cthulhu, du jeu de rôle, à une certaine époque, ils se sont pas mal aussi basés sur les péchés capitaux. Il y a certains grands anciens qui étaient liés à ça, etc. Et on s'est dit, mais ouais, en plus, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très très chouette. Et là, moi, ça m'a emballé, l'éditeur était emballé, et là, on a été vraiment soulagés sur le coup. Ouais. Parce qu'effectivement, le jeu, on l'a signé très vite. Mais d'un coup, ça a pris un coup d'arrêt en disant ah bah ouais, mais non. Ouais. Et personne n'était emballé sur la direction à prendre, jusqu'à ce qu'on se fixe là-dessus en fait. Je me rappelle même plus vraiment les propositions, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait une proposition forte, où l'éditeur commence à nous dire bon, bah, on va faire ça, mais je me rappelle même plus quoi, si tu veux. Mais c'est vrai que je me disais, mais moi, j'ai pas envie de jouer, quoi. En fait, et là, c'est là où à un moment donné, je me suis dit non, mais là, ça m'a coûté une nuit en fait, à me dire non, mais je veux pas jouer à ça en fait. Donc jusqu'à ce que on trouve cette idée-là qui plaise à tout le monde. Et ça, c'était cool. C'est vrai que dès que l'idée elle est sortie, là, ça a été clair pour tout le monde. Et du coup, ce qui a été tout aussi clair, je pense, pour l'éditeur, c'est de dire ah ben du coup, on va travailler avec Mathieu Lessen. Et ça, pour nous, c'est une vraie chance parce que le Cthulhu, aujourd'hui, c'est battu, rebattu, etc. Et tout est très codifié, quasiment au niveau du style graphique. Et là, le gros intérêt qu'on a, c'est que Mathieu Lessen, lui, il dessine ça à sa sauce. Et oui, c'est du Cthulhu, mais c'est du Cthulhu Mathieu Lessen. Et donc, du coup, c'est très différent quoi, de ce qu'on peut attendre. Il y a une identité graphique forte qui fait que, pour moi, en tout cas, je le vis pas comme un jeu de plus. Et ça, pour moi, c'est important. Effectivement, il y en a quand même un paquet de jeux Cthulhu, donc pour arriver à sortir un petit peu du lot. Si on regarde ça, par exemple, enfin voilà, c'est pas... Avec les reflets, on se bat un petit peu, parce qu'il y a pas mal de soleil, mais on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est rigolo avec Mathieu, c'est qu'il réussit à faire un univers, il réussit à développer un univers dans lequel on reconnaît les archétypes, mais qui est en même temps un peu inquiétant, mais qui en même temps reste super familial en fait. C'est étonnant. Et voilà, enfin, moi de toute façon c'est pas le premier jeu c'est pas le premier jeu sur lequel j'ai l'occasion de collaborer avec lui, mais à chaque fois moi j'aime beaucoup quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, parce qu'on l'avait un petit peu expliqué déjà à Cannes, mais maintenant qu'on a les visuels définitifs, comment ça marche bien sûr? Eh bien nous sommes des cultistes déjà. Et notre objectif, c'est de tenter de rester en santé mentale suffisante jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'en gros, la partie va se dérouler, je vais expliquer comment, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 10 points de santé mentale. Là, évidemment, ça déclenche la fin de la partie et celui qui est le moins fou va l'emporter. À ton tour, tu vas pouvoir faire une action, et une seule normalement, à choisir parmi 3. Soit tu vas faire des investigations. Faire des investigations, ça va vouloir dire explorer un certain nombre de lieux. Les lieux ont été disposés au départ ici dans cette grande file en mettant à peu près un tiers face cachée, face visible. Et donc on sait globalement la file comment ça va se dérouler. Les lieux sont au nombre de 7 lieux différents et leur fréquence dans le paquet est elle-même différente. C'est-à-dire qu'on a 6 x le 6 jusqu'à 12 x le 12. D'accord ? Et donc quand je pars faire des investigations, j'ai le choix de prendre 1, 2 ou 3 cartes. Et je les ajoute à ma main. Par contre, je le décide en un bloc, je les prends d'un coup. L'autre action que je peux faire, c'est ouvrir un portail. Si j'ouvre un portail en tant que cultiste, pour l'ouvrir, il faut que je dispose d'au moins 3 cartes du même lieu. Je défausse ces cartes-là et je prends le portail devant moi. À chaque portail est associé, à chaque portail est associé une créature, une monstruosité, une abomination de Lovecraft, d'accord, avec un pouvoir associé. On verra à quoi ça sert après. Quand je choisis d'ouvrir un portail, en fait, je devrais dire ouvrir des portails, parce que ça, dans ce cas-là, je peux défausser jusqu'à 3 séries différentes pour éventuellement m'emparer de 3 portails. L'autre action qu'on peut faire, c'est publier le résultat de ces recherches. Publier le résultat de ces recherches, ça veut dire que je vais défausser une série complète de 6 à 12. Et dans ce cas-là,
les adversaires, horrifiés par les nouvelles que je suis capable de donner, voilà, vont tous recevoir un point de folie. Si c'est la première série de la manche, si quelqu'un d'autre ou moi-même défausse une deuxième série de ce genre-là, c'est 2 points de folie pour tout le monde, pas pour les autres. Puis 3 points, etc. En fonction de la manche dans laquelle on est. Dans chaque manche, la première série c'est 1 point, la deuxième série c'est 2 points, la troisième série c'est 3 points. Voilà, ça c'est les actions de base que tu peux faire. Et en plus de ça, tu peux faire une action complémentaire si tu possèdes au moins un portail devant toi. Tu peux refermer ce portail. C'est-à-dire en défaussant la carte pour la remettre ici. Et dans ce cas-là, tu appliques l'effet qui est sur le portail. C'est des effets qui sont tous puissants. Et ils sont d'autant plus puissants que le chiffre est faible. C'est-à-dire que le portail est difficile à ouvrir. Et c'est tous des pouvoirs qui, en gros, vont bien faire chier tes adversaires. C'est Cthulhu quand même. Si tu veux, nous, dans notre tandem d'auteurs, c'est toujours pareil. Dans les flics, il y a le bon flic et le mauvais flic. Ludos, c'est le bon auteur et moi, je suis le méchant. Voilà. Et donc, je ne sais pas faire des jeux dans lesquels on n'est pas méchant. Voilà. Non, voilà. Et le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de tenter de prendre le moins de folie à la fin. Le moins de points de folie à la fin. La partie s'arrête, la manche s'arrête, lorsque soit un joueur pioche la toute dernière carte. Et dans ce cas-là, on a tous un ultime tour à faire. Et à la fin de cet ultime tour, chaque numéro différent, donc chaque lieu différent qui te reste en main, c'est 1 point de folie. Donc là, tu as intérêt, tu vois, à gérer ta main. Et c'est là la tentation, parce que comme tu veux faire des séries, tu prends plein de cartes, mais en même temps, il te reste plein de cartes simples qui vont te pourrir ta main, etc. Sachant qu'il y en a qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Exactement. Et l'autre façon de terminer une manche, c'est de se défausser totalement de toute sa main. Si tu réussis à vider toute ta main avant la fin de la partie, enfin de la manche, pardon, tu vas, toi, regagner de la santé mentale. Et donc, tu vas en gros te défausser de la moitié de tes points de folie arrondis à ton avantage. Et tous tes adversaires vont recevoir un point de folie. Et donc, c'est un jeu dans lequel, on va tenter de... Même quand on est mal parti, on peut être très proche de la fin. Si on réussit à défausser toute sa main d'un seul coup, on va revenir dans le jeu. Enfin, voilà. Donc, ça joue de cette façon-là. C'est des manches qui sont assez rapides. Une partie dure une quinzaine de minutes, on va dire. Ouais, 15-20 minutes. Un peu. Il y a à peu près, en général, ça va se jouer en 2 ou 3 manches, grosso modo. Ouais, voilà. c'est ça. C'est vraiment assez rapide. Et effectivement, tout le jeu, quand Bruno disait que les pouvoirs étaient super forts, tout le jeu est basé justement sur cette idée de tentation de j'ai envie d'appliquer ce pouvoir, il me faut absolument telle carte, sauf que ça veut dire que je vais prendre celle-là et celle-là qui, ça se trouve, vont rester dans ma main jusqu'à la fin et me rapporter de la folie en fait. Ouais. Donc on est vraiment... il y a une question de timing aussi. La pioche étant ouverte, on sait aussi que si on prend 3 cartes, enfin on sait les cartes qu'on laisse au joueur d'après. Donc si on a suivi la partie, on sait qu'il a besoin de telle carte, il ne faut pas lui laisser, donc je vais en prendre qu'une de manière à le forcer à piocher, etc. Donc il y a plein de choses assez méchantes dans le jeu. Enfin, comme disait Bruno, méchant auteur, bon auteur, moi je sais que quand je fais un jeu avec Bruno et que j'ai un doute, c'est toujours la solution la plus méchante en fait. Voilà. Je lui dis, attends, on avait dit quoi sur cette règle? Bon il y a une solution méchante, une solution gentille, c'est la méchante en fait. On peut avoir une petite idée des pouvoirs? Oui, bien sûr. Par exemple, le pire... On est dans un jeu de défausse, d'accord? Et là, tu peux donner de 1 à 2 de tes cartes à 1 ou 2 joueurs différents. Donc du coup, ça va t'aider à vider ta main tout en pourrissant la main de tes adversaires. Donc ça, c'est méchant. Tu as celui-là qui va te permettre de rejouer immédiatement. Donc dans un jeu dans lequel tu as relativement peu de cartes, si tu prends un tour supplémentaire pour accéder aux bonnes cartes, c'est quand même intéressant. Là, tu vas... Alors ça c'est très très méchant, ça. Là, tu vas... regarder la main d'un adversaire et tu vas lui piquer la carte de ton choix. Donc évidemment, le gars, il était sur le point de faire une grosse série, enfin voilà, et là, tu vas lui pourrir complètement sa main. Là, tu peux aller récupérer la carte que tu veux dans la pioche, donc ça, c'est très pratique. Même celles qui sont face cachée? Oui, tu peux tenter une cachée, ouais. Avec Azathoth, tu vas défausser une carte au hasard dans la main de chaque adversaire. Donc là, évidemment, tu vas leur péter leur série, enfin... Et là, en fait, il y a cette idée de timing. C'est-à-dire que quand tu ouvres un portail, tu peux le sceller immédiatement pour déclencher l'effet. Alors, du coup, tu es sûr de l'appliquer, mais c'est pas forcément intéressant. Parce que le déclencher au bon moment, et là, il y a cette histoire de tentation d'attendre le bon moment pour être optimal dans ton effet, mais au risque de te l'être fait piquer. Parce que si moi, j'ai défaussé 3-9 et que j'ai ça devant moi, et que quelqu'un défausse 3-9, il récupère, c'est lui qui réouvre le portail et moi j'aurais même pas pu l'appliquer, donc voilà, il y a tout ça derrière, quoi. Ok. C'est très simple en fait, et puis normalement c'est assez addictif.
normalement. Ben, on pourra voir. C'est aux joueurs de décider. Hein, mais... Oui, voilà, on verra tout ça en septembre. Alors si ça sort bien, alors on verra la boîte. Là, on n'a pas encore le visuel définitif, mais je crois qu'il est prêt. Donc on pourra voir ça bientôt. Et c'est très bien. Est-ce qu'on vous voit un petit peu pendant l'été sur les autres salons? Vous avez quoi d'autre de prévu là pour les prochains mois? Il y a quoi comme salon Il y a la Gen Con, sinon il y a... Alors oui, je serai à la Gen Con, moi. En En vacances, c'est bien aussi. Vous avez d'autres projets tous les deux, je crois? Oui, chez Matago, on a 3 projets en cours. On a un petit jeu de dés qui s'appelle Die Stars, qui devrait arriver là pareil en septembre, normalement. Ouais. Et puis après, on a 2 extensions. On a de petites extensions, enfin c'est pas les grosses boîtes, etc. Mais voilà, qui changent les jeux de façon quand même intéressante. On a une extension Cyclade Monument. Et donc voilà, avec des belles petites figurines de bâtiments et tout ça. Et on a une extension Cowboy sur Daystone avec des vraies vaches. Enfin, des vraies vaches. Des vraies vaches en plastique. Et voilà, et ça par contre, on connaît pas les dates de sortie. Mais nous, on a fini le job. Ouais. Non, les extensions sont terminées, les jeux sont finis. Là, les illustrations sont en cours. On a vu aussi les petites vaches, elles sont arrivées. Donc l'éditeur travaille, ça va arriver. C'est censé arriver dans l'année de toute façon. Normalement, c'était ce qui était prévu, mais oui, après, des fois une année Matago, c'est long. Hein. C'est pas pour balancer, mais c'est vrai. Non, parce que quand tu es auteur et puis que tu signes un contrat avec certains éditeurs qui disent c'est dans un an, c'est une année qui peut durer jusqu'à 7 ans hein, parfois. Donc c'est. Merci beaucoup, messieurs. On suivra tout ça avec intérêt. Et puis de toute façon, j'imagine qu'il y aura d'autres projets qui vont naître tous les deux. Vous allez refaire des petites soirées barbecue avec des nouvelles idées qui vont émerger. Tant qu'on refait pas des petits, ça me va. Cela ne nous regarde pas. Merci beaucoup. À très bientôt sur Ludovox.